Alors, ceci est une première conférence YouTube que je vais consacrer donc à l'histoire des systèmes d'écriture, en m'intéressant aux premières formes idéogrammatiques, pictographiques, au logogramme et jusque donc à la transition dans le cadre du Moyen-Orient d'un de ces systèmes vers un système alphabétique qui, lui, s'est répandu à partir d'un point central à une bonne partie de l'espace eurasiatique au cours de l'Antiquité et du Moyen-Âge. Et je vous donne donc sur cette diapo d'introduction des exemples donc de systèmes à plusieurs langues et à plusieurs systèmes d'écriture. Donc à gauche, vous avez l'inscription de Cyrus le roi achéménide, de Pasargade en Iran. Inscription donc trilingue en trois écritures cunéiformes de type différentes, l'élamite découlant de l'akkadien étant inspiré de l'akkadien et en partie dérivé de l'akkadien, le vieux perse étant une invention sur commande du roi Cyrus au milieu du VIe siècle avant notre ère, invention qui a comme particularité de s'inspirer graphiquement du système cunéiforme, mais d'être différent. Donc en haut le vieux perse, au milieu l'élamite et en bas l'akkadien. À droite, vous avez des plaques de cuivre qui datent du 9e siècle de notre ère, de l'époque donc de l'Empire abbasside, où vous avez des communautés originaires de l'Empire abbasside, originaires de l'espace irako-iranien, des communautés de différentes confessions qui écrivent donc dans des graphies afférentes à leur confession, propres à leur confession, propres à leur religion. L'arabe pour la communauté musulmane, l'hébreu ou l'araméen d'Empire pour la communauté judéo-araméenne irakienne installée en Inde, mais aussi le Pahlavi, l'écriture du moyen persan, l'écriture perse de l'Empire sassanide pour la communauté zoroastrienne, et aussi le système d'écriture local dérivé donc du Devanagari dans le sud de l'Inde. Et donc, ces différents systèmes d'écriture sont dérivés, en fait, tous les systèmes d'écriture que vous voyez sur la plaque de cuivre sont des systèmes alphabétiques, qui sont dérivés, en fait, de la même matrice sinaïtique cananéenne de 2e millénaire avant notre ère. Et nous sommes habitués à ce système-là dans l'ensemble de l'espace eurasiatique, espace chinois, y non compris, évidemment. Et ce qui a donc rendu très difficile la compréhension des systèmes d'écriture qui avaient cours avant, lorsqu'on n'y était pas habitué, et donc on a un certain nombre de tentatives d'interprétation de systèmes d'écriture qui n'étaient pas alphabétiques par des penseurs raisonnant par rapport à l'alphabet. Et donc on a effectivement une tentative d'interprétation d'un pseudo-Ibn Wahshiyya égyptien du XIIIe siècle de notre ère, ou du XIIe siècle de notre ère, sur l'égyptien que vous voyez à droite, donc sur les hiéroglyphes égyptiens, et on a un système, une tentative de système alphabétique proposée par Diego de Landa, qui étudiait le système, qui étudiait la culture maya, et qui s'est donc intéressé à leur système d'écriture. Et en fait, il a simplement commandé, il a demandé à des gens qui connaissaient encore l'écriture maya de lui donner le signe qui correspondait aux lettres que lui il commandait, aux phonèmes que lui il commandait, aux sons que lui il commandait. Et donc évidemment il se trompait parce que ça ne fonctionnait pas du tout comme un système alphabétique. Et il y a donc au point de départ un certain nombre de foyers de systèmes d'écriture qui semblent ne pas être entrés en contact les uns avec les autres. Et donc la plupart sont dérivés localement de systèmes de pictogrammes, de systèmes de représentation, de dessins qui représentent donc un objet et de là éventuellement une action. Et ce sont évidemment les deux plus anciens qui se battent, les Irakiens et les Égyptiens se battent pour le système le plus ancien, mais le plus ancien, tous les deux sont apparus à peu près en même temps sans qu'on ait de preuves de communication entre ces deux systèmes qui sont apparus en même temps au niveau du pictogramme, à la fin du 4e millénaire avant notre ère, donc il y a 5300 ans environ, 3300 avant notre ère, le système des premières cités sumériennes apparaît dans le sud de la Mésopotamie, dans le sud de l'Irak actuel, et va dériver en cunéiforme et va exister
jusqu'à l'époque hellénistique, au IIe siècle avant notre ère. Et en Égypte, au même moment, en 3300 avant notre ère, donc il y a 5300 ans, apparaît le hiéroglyphe égyptien, donc pictogrammatique, et qui va se déployer au cours du 3e millénaire très rapidement en hiératique, et qui va donner finalement le démotique au 1er millénaire avant notre ère, et disparaît à l'époque de la christianisation de l'Empire romain au 4e siècle après Jésus-Christ. Et donc le principe du pictogramme, c'est exactement ce que vous voyez au milieu, sorti de ce cours, tout le monde le comprend. Et donc on a un certain nombre d'autres systèmes concurrents, inspirés, et qui, eux, n'ont pas de descendance. Et donc il y a évidemment, on a vu apparaître un élamite hiéroglyphique, donc dans le sud de l'Iran, qui s'est développé un petit peu après le sumérien, donc qui était voisin. Peut-être il y a une inspiration, mais l'élamite hiéroglyphique n'a pas de filiation, il n'y a pas de lien phylogénétique entre les deux. Et puis on voit apparaître l'élamite linéaire, qui est un système logosyllabique, et on va voir un petit peu ce que ça veut dire. On a également un système à pictogramme qui n'est pas déchiffré, un système à pictogramme de la civilisation de l'Indus, donc dans le sud du Pakistan, le centre du Pakistan, l'ouest de l'Inde. Ce système à pictogramme n'est pas déchiffré, comme je vous dis, mais on est probablement donc à l'origine d'un système hiéroglyphique ou pictogrammatique, logogrammatique, peut-être pas plus complexe que ça. Et on a également le hiéroglyphique crétois qui n'est pas non plus déchiffré et qui semble être l'ancêtre du linéaire A, qui lui non plus n'est pas déchiffré. Le linéaire A qui a peut-être engendré le linéaire B, mais les liens sont ténus, il est difficile d'assurer une phylogénie. Le linéaire B, lui, est bien compris parce qu'on en connaît la langue, qui est donc la forme de grec archaïque qui était parlée dans le monde achéen mycénien à l'âge du bronze, donc au 2e millénaire avant notre ère. Et c'est un syllabaire. Et il a donné lui-même le syllabaire chypriote. Et ce système donc a disparu ensuite en étant remplacé par l'alphabet grec que nous connaissons. Et puis on a un autre système qui sont les hiéroglyphes anatoliens, qui sont eux aussi très difficilement compréhensibles, probablement logosyllabiques, et qui se développent au 2e millénaire avant notre ère, et culminent à l'époque des royaumes néo-hittites du sud-est de la Turquie et du nord-ouest de la Syrie. Donc on a ici quelques exemples du système hiéroglyphique et linéaire élamite, donc dans le sud de l'Iran, indépendant du système sumérien et indépendant du système de la civilisation de l'Indus, donc on est entre les deux. Donc, évidemment, ces apparitions subites au cours du 3e millénaire de systèmes concurrents, parallèles, sont sans doute liées à des inspirations, mais il n'y a pas de lien, encore une fois, généalogique entre ces systèmes. Savoir que l'élamite, le linéaire élamite est en ce moment en train d'être déchiffré, donc il y en a quelques embryons qui permettent d'établir un système logosyllabique. Les systèmes d'écriture donc de l'âge du bronze ici sont résumés sur cette carte. Donc vous avez tout l'espace qui va être réuni au sein de l'Empire achéménide au 6e et 5e siècle avant notre ère. Et donc on trouve le système de l'Indus, le système élamite, le système cunéiforme qui se déploie à partir du système du sud de l'Irak, du système sumérien, le système cunéiforme. Le système hiéroglyphique anatolien qui lui est concurrent au cours du 2e millénaire, le système du linéaire B qui lui est voisin, qui se développe indépendamment et qui se diffuse en mer Égée et jusqu'à Chypre, et le système hiéroglyphique égyptien, dont évidemment le grand concurrent du système sumérien, qui est, vous allez le voir, l'ancêtre, non pas vraiment généalogique, mais d'inspiration du système consonantique cananéen qui est à l'origine de notre alphabet. Donc le linéaire aroupéen de l'Indus, vous avez ici donc un slide qui vous montre, donc ce système est la civilisation aroupéenne ou la civilisation de l'Indus du 2e millénaire avant notre ère, et pour l'instant indéchiffré en raison du fait qu'on ne connaît pas la langue de cette population la langue a été elle-même remplacée par les langues issues donc des invasions indo-ariennes au 2e millénaire. Et donc du passage aux langues indo-européennes, l'origine de l'hindi, de l'ourdou, du bengali, etc. Et donc les langues qui étaient dans cette région-là ne sont pas connues, et donc on a de grosses difficultés à essayer d'interpréter ces systèmes pictogrammatiques, et probablement un peu plus complexes que cela. Donc même chose évidemment, pour le hiéroglyphique crétois, et en particulier le hiéroglyphique anatolien, on a un peu plus d'éléments.
On voit qu'il y a une inspiration égyptienne, mais elle n'est pas du tout généalogique, hein, elle est d'inspiration. Donc les deux systèmes ne sont pas compris, en particulier parce que nous ne connaissons pas la langue minoenne, la langue crétoise, avant l'hellénisation au XIVe, XIVe, XIIIe siècle. Donc on revoit un petit peu cette carte des systèmes d'écriture, le système donc... et on a donc un modèle du système d'écriture sumérien primitif, hein, que vous voyez en dessous. Donc on arrive à ce système suméro-akkadien. Donc d'abord c'est le système qui permet de transcrire la langue sumérienne. C'est un système à pictogrammes et on en voit ici donc les premiers pictogrammes qui sont des représentations, qui sont des dessins qui représentent donc un objet ou éventuellement une action. Et qui progressivement donc vont être inscrits sur ces tablettes d'argile qui sont la particularité du système acunéiforme. Mais vous voyez qu'on n'est pas encore du tout de cunéiforme à cette époque-là, on dessine encore la totalité du petit dessin. Et alors, le sumérien, ça fonctionne un peu comme le chinois au départ, hein, c'est un système monosyllabique. Donc il a cette particularité, la langue sumérienne a cette particularité, comme le chinois, d'avoir des mots qui sont monosyllabiques. C'est très rare qu'il y ait plusieurs syllabes. Ça arrive, mais c'est très rare. Et donc, comme un mot correspond à une syllabe, un signe de mot, un pictogramme, peut correspondre à une syllabe. Et donc, la bouche, qui se prononce K, peut aussi représenter une tête qui va se prononcer sag. Mais à condition évidemment d'ajouter des petits traits au bas du visage. Donc le même symbole peut représenter autre chose avec une petite modification, et donc là on va prononcer autrement. On peut aussi faire des combinaisons, donc on peut faire une combinaison du symbole qui désigne la bouche avec un symbole avec le dessin d'une écuelle qui se prononce autrement, hein, K et l'écuelle qui se prononce Ninda, et ensemble ces deux symboles en combinaison vont former donc un verbe, le verbe manger, ku. Et donc ce même symbole de la bouche, K, peut être utilisé pour dire la parole, et donc se lire inim, pour dire la danse, se dire zu, le verbe parler, dug, le verbe crier, gu. Et on retrouve le même système donc dans le système chinois et dans le système égyptien, donc les mêmes variations. Et donc on a des homophonies qui permettent de construire des syllabogrammes différents. Et donc on crée des phonogrammes syllabiques, c'est-à-dire que pour une seule syllabe qui désignait un seul mot, cette même syllabe peut être utilisée pour sa valeur phonétique. Donc bouche, qui se dit K, peut être utilisée pour la valeur K pour des homophones qui ne veulent pas dire bouche, donc juste pour dire le son K. Et c'est là qu'on découvre progressivement le syllabogramme, donc la syllabe. Et c'est le même système qu'on va voir en égyptien. Donc intuitivement, toutes les sociétés humaines qui ont inventé ces systèmes à pictogrammes se sont déployés progressivement vers le syllabogramme, l'ont fait instinctivement. Nous verrons que l'alphabet, c'est une originalité. Mais ces systèmes-là sont communs, sont vraiment une constante anthropologique à tous les systèmes humains. Et donc la syllabe K peut s'intégrer dans des mots à plusieurs syllabes qu'on va pouvoir transcrire de manière syllabique. Vous avez un exemple à gauche avec la syllabe ni qui apparaît sous différentes graphies possibles. Donc on a différents syllabogrammes pour la même consonne à partir donc de prononciations différentes, à partir de logogrammes différents, à partir d'idéogrammes différents, à partir de pictogrammes différents qui ont dérivé et qui sont utilisés pour la même syllabe. Donc on a une grande variété de syllabes, c'est un système qu'on va retrouver notamment dans le maya. Un grand nombre de signes de syllabogrammes différents pour la même syllabe. Ce qui permet donc une grande variété, une grande liberté pour le scribe, mais ce qui rend évidemment complexe pour le commun des mortels et puis pour le déchiffrement.